on avait un wapiti qui était juste là. Et en fait, on a toujours des gens qui veulent prendre le selfie, la photo à moins de 2-3 mètres. Le wapiti en lui-même, il avait décidé de dormir là. Où nous, on est maintenant pour faire l'interview. J'étais pendant 2-3 heures bloqué pour la sécurité de l'animal et aussi pour la sécurité des gens. Parce qu'en fait, les gens, ils sous-estiment tout simplement les animaux. Ça peut charger un wapiti, non ? Oui. Ils sont énormes. Ils ont 150 kg, 200 kg à peu près. Ils sont à peu près la même grandeur qu'un mousse. Par exemple, la veille, on avait une femme qui s'est faisait écraser par une hurt in English. Une mère de famille, Oui, voilà. Je sais pas le mot. Écraser. Oui, elle s'est fait écraser à Estes Park, dans le village. Oh la vache. Ouais, ça c'est normal ici. Il faut vivre avec. On vit dans le territoire des animaux. Je viens d'arriver à une des entrées du Rocky Mountain National Park. Il y a un monde de folie. Il est pourtant juste 9h du matin. Je pouvais malheureusement pas arriver plus tôt parce que je suis à 2 heures de la maison. Mais je pense qu'il y a une centaine de voitures devant moi. Donc on croise les doigts pour qu'il y ait de la place au parking. Parce que là où je dois retrouver Jean-Luc, c'est un trail assez populaire. Il y a de ça environ 1 mois et demi. Je me suis rendue dans un des 4 parcs nationaux du Colorado, le plus proche de chez moi, Rocky Mountain National Park. Au cours de ma randonnée en direction de Emerald Lake, j'ai croisé un ranger. Il nous a salués, lui descendait vers le trailhead, le départ du sentier, et nous montions. Rapidement, il a détecté mon merveilleux accent français et il nous a parlé en français. J'ai ainsi découvert qu'il venait en fait du Luxembourg, en Europe donc, et qu'il vivait son rêve de petit garçon dans ce parc national en exerçant le métier de ranger tous les week-ends, spécialisé en prévention, recherche et secours. Hello, good are you? Pretty good, I'll be right with you. Where are you guys trying to go in the park? I'm interviewing a ranger at the Bear Lake Trailhead. They're having you meet him at the trailhead? Yeah. So when you get to the checkpoint, you can tell them that they may or may not let you go up because they just shut Bear Lake Road down. Who are you interviewing, do you know? Jean-Luc Brosius. Ce monsieur, c'est Jean-Luc Brosius. Et c'est lui que je dois retrouver ce matin, au départ du Bear Lake Trailhead. Enfin, ça c'est si on me laisse rentrer. Thank you. All right. Fingers crossed. Ah oui, au fait, moi c'est Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Il est 9h24, donc j'ai passé 20 minutes au truc. Et ils viennent de fermer la route du trail où j'ai rendez-vous avec Jean-Luc. Le trailhead est à 9 miles d'ici. Et donc, normalement, on doit se garer. En fait, il y a des parkings avant le trailhead et des navettes qui fonctionnent, qui doivent bientôt s'arrêter, mais qui fonctionnent le week-end pour amener jusqu'au trailhead. Trailhead étant le départ du sentier de rando. Là, tout est plein, sachant qu'il est même pas 9h30. Donc ça donne une idée de comment les sentiers vont être un peu blindés aussi. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Faut faire assez attention parce qu'il y a pas mal de elk actuellement qui sont très actifs sur la montagne. C'est la saison du elk bugling. Et les elks, je crois que c'est des wapitis. Les elks sont des animaux très imposants avec lesquels il faut vraiment garder ses distances. Ils ont d'énormes bois. C'est pas des élans. Je sais pas lequel est le plus grand, mais en tout cas c'est assez impressionnant. Allez, Bear Lake, here I come. Bonjour. Salut, ça va? Oui, et toi? Oui. T'as trouvé un emplacement? C'était pas gagné. Parce qu'ici on est un peu couvert. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais que t'es ranger ici? Ici, je fais ça depuis une bonne année à peu près. D'accord.
tu vas m'expliquer tout ça. Est-ce que tu veux commencer par te présenter ? Moi, je m'appelle Jean-Luc. Je suis citoyen luxembourgeois. J'ai 40 ans et j'habite avec mes enfants et ma famille dans les USA. En montagne ? En montagne. Comment est-ce que tu es arrivé dans le Colorado ? En fait, c'était quand j'ai voyagé avec mon épouse dans le temps. On a visité Banff au Canada. Ouais. Et c'est là où je suis tombé amoureux un peu des montagnes et tout ça. On avait déjà nos 2 enfants et puis on s'est dit les iPads et les iPhones et tout ça, on ne peut jamais les changer. Mais on aimerait bien voir agrandir nos enfants aussi dans des circonstances dans les montagnes. C'est comme ça qu'on a choisi un peu les montagnes. Et j'avais contacté un realtor ici. Il m'a montré Castle Pines, une jolie maison, très jolie. Mais à la fin du compte, il m'a dit « Oui, tu veux voir qui est ton voisin ?» J'ai dit « Oui, pourquoi pas. » Ah, c'est le coach des Broncos. L'équipe de foot de Denver. C'est ça. Et puis j'ai dit « Oui, ok, mais pour moi, il me manque les montagnes. Ouais. » Et le lendemain, il m'a montré des maisons à Evergreen. C'est ce qui est un village un peu ouest de Denver. Pour moi, il me manquait toujours les grandes montagnes. En même temps, on peut le comprendre, Jean-Luc. Il a quitté son Luxembourg natal pour s'installer aux États-Unis car il était tombé amoureux des Rocheuses, ces grandes montagnes allant du nord au sud dans l'ouest canadien et américain. Alors, toutes les villes qu'on lui montre, c'est bien sympa, des jolies maisons, mais ce qui lui manque finalement, c'est la raison pour laquelle il a traversé l'océan. Alors il part, en voyage, direction Los Angeles. Alors de Denver, c'est vraiment tout droit à l'ouest. Et en sortant du tunnel au milieu des Rocheuses, il se dit « Ok, c'est là ». Et quand là, j'ai sorti de ce tunnel, ouais. J'ai réalisé que là, j'ai vu les grandes montagnes, tout ça. Et c'est pour ça qu'on a déménagé avec la famille à Summit County en 2019. « 2019 et même plus précisément décembre 2019. Il a été quand même sacrément bien inspiré de déménager dans des grands espaces comme ceux qui font rêver dans les parcs nationaux américains avant de se retrouver bloqué par la pandémie. Avant, moi, j'ai voyagé entre le Luxembourg et les États-Unis. J'étais 2 semaines ici, 2 semaines là-bas. D'accord. Puis, on a déménagé en décembre 2019. Et 2 mois après, on a eu le Covid, comme tout le monde, dans le monde. Sauf que toi, tu as eu l'occasion de pouvoir sortir en étant par ici, tu étais en pleine nature. Oui, le grand avantage vis-à-vis d'Europe, je parle de Luxembourg, je parle de la France, je parle de tous les pays européens, ouais. C'est que ici, c'est vraiment la grandeur qui fait la différence. Naturellement, les villes ou les grands villages, ils sont assez chargés aussi, comme en Europe aussi. Mais là où moi j'habitais avec la famille, on se sentait aussi beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus sûr pendant la pandémie. Ouais. Il n'y avait pas tellement de monde. Et ouais. C'est ça la grande différence entre les US. Si on se cherche un endroit beaucoup plus calme, qu'on peut vivre, on va dire, un peu plus pour soi. Aujourd'hui, Jean-Luc va nous parler d'une de ses grandes passions, celle qu'il exerce tous les week-ends, son métier de ranger. Ranger dans un parc national, c'est un métier bénévole. Mais c'est pas facile de traverser l'Atlantique avec une femme et 2 enfants pour devenir bénévole. Alors ce qui l'occupe le reste de la semaine, au quotidien, c'est son travail auprès de l'ambassade luxembourgeoise aux États-Unis. Il accompagne en fait des entreprises européennes, françaises et luxembourgeoises surtout, à venir s'implanter aux États-Unis.
Alors, nous, on s'est rencontrés il y a 1 mois et demi, peut-être 2, je sais plus, sur un trail, ici, en rando. Tu t'es gentiment arrêté pour nous proposer de nous guider, parce qu'on avait l'air un peu perdus. Puis dès que j'ai dit 2 mots, tu m'as dit « Ah, vous êtes français !» T'as reconnu mon accent français. Est-ce que tu peux me parler de ton métier, en fait, de ranger ? Le ranger, c'est tout à fait un autre métier. Alors, pour expliquer un peu ma carrière, c'est-à-dire que j'ai travaillé 11 ans à la douane luxembourgeoise avant que j'ai déménagé aux États-Unis. Et j'étais aussi ambulancier et pompier volontaire au Luxembourg. Mais t'as combien de cordes à ton arc ? C'est incroyable. J'ai commencé quand j'avais 16 ans, d'être ambulancier et tout ça. Ouais. Et comme j'ai travaillé à la douane, j'ai postulé pour devenir ranger d'un parc national aux États-Unis. D'accord. En fait, mon métier du park ranger s'explique en anglais, c'est le Preventive Search and Rescue. Alors en français, le préventif, recherche et secours sur les chemins. Okay. C'est un peu ça, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, normalement, je me balade, je me promène toute la journée dans le parc national avec une radio et je suis disponible pour toutes les urgences qu'il y en a. Ce sont des petites urgences où on a des enfants qui se perdent vis-à-vis de leurs parents qui ont 7 ans, 13 ans, où il y a 2 chemins qui se croisent et les parents vont à gauche, l'enfant va à droite. Et à un moment donné, ils se perdent. Et c'est-à-dire on a des recherches à faire. Naturellement, on a aussi d'autres urgences médicales. Ouais. Le rôle de Jean-Luc, c'est donc la prévention, la recherche et les secours. La prévention, on va y revenir dans un petit instant. Les recherches, il nous donnait l'exemple de ces enfants qui se perdaient, qui se séparaient de leur famille pendant une balade en montagne. Et les secours l'entraînent dans des situations très différentes à chaque fois. En fait, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire et c'est toujours quelque chose d'autre qui vient chez toi. Malheureusement, je ne sais pas le mot en français, mais nous, on appelle ça ici les elks. C'est pas les wapitis ? Oui, c'est ça. En fait, les wapitis. Et puis, on avait un wapiti qui était juste là, à 10 mètres de nous. C'est vraiment... On est à 30 mètres du chemin. Et en fait, on a toujours des gens qui veulent prendre le selfie, la photo à moins de 2-3 mètres. Et à ce moment-là, j'ai dû, par exemple, les remettre sur les chemins. Et le YPT en lui-même, il avait décidé de dormir là. Où nous, on est maintenant pour faire l'interview. J'étais pendant 2-3 heures bloqué parce que lui, il dormait. La raison pourquoi on l'a fait, c'était pour la sécurité de l'animal et aussi pour la sécurité des gens. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, ils sous-estiment tout simplement les animaux. Ça peut charger un wapiti, non ? Oui. Ils sont énormes. Ils ont 150 kg, 200 kg à peu près. Ils sont à peu près la même grandeur qu'un mousse, je ne sais pas, qu'un élan. Ouais. C'est vachement grand. Par exemple, la veille, on avait une femme qui s'est faisait écraser par une herd in English. Une famille. Oui, voilà. Je sais pas le mot. Pas mal d'animaux, on va dire. Écrasé. Oui, elle s'est fait écraser à Estes Park, dans le village. Oh la vache. Ouais, c'est-à-dire ça c'est normal ici. Il faut vivre avec. On vit dans le territoire des animaux. Oui, bien sûr, on est chez eux. Ouais. C'est ça. D'accord. Tu avais cette sensibilité à la nature, aux animaux, avant de partir. Enfin, je sais du coup que tu avais cet attrait pour les montagnes, mais qu'est-ce que tu en faisais quand tu étais en Europe ? Tu vois ce que je veux dire ? En Europe, j'aimais bien... moi, j'aimais bien aussi la nature déjà. J'étais aussi scout depuis, je ne sais plus, depuis que j'ai 5 ans ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, j'étais scout, j'adorais toujours de faire aussi les campings et tout ça. Mais je dirais que c'est quand même d'autres dimensions ici. Et ici, c'est vraiment ça, c'est ce qui fait la chose, on va dire,
elle met l'aspect derrière et on peut le mettre sur un autre niveau qu'en Europe. Je veux dire, parce qu'en Europe, les campings, ici, on trouve des campings, eux, ils appellent ça ici camping, mais sur des points, nous, on appelle ça middle of nowhere, vraiment où il n'y a personne à 100 km. En Europe, le camping, on a toujours aussi leur propre magasin. Je peux avoir mes petits pains, je peux avoir ma charcuterie, mon fromage et tout. Ici, c'est tout à fait un autre monde. C'est vraiment un monde plus, je dirais pas plus intense, mais c'est beaucoup. On est plus dans le camping et oui, voilà. Comment est-ce que tu définirais d'ailleurs les parcs nationaux américains ? Comment est-ce que tu décrirais ce que c'est un parc national à quelqu'un qui n'y est jamais allé ? Parce qu'on n'a pas vraiment d'équivalent. Enfin, il y a des parcs, alors je connais pas le Luxembourg, mais il y a des parcs naturels régionaux en France par exemple, mais c'est pas encore pareil. Non, en fait, les parcs nationaux, ça appartient au gouvernement. C'est-à-dire c'est le gouvernement à Washington DC qui déclare les parcs nationaux. Les parcs nationaux sont entretenus par le gouvernement américain. Ils sont entretenus aussi par c'est-à-dire tous les employés. Même moi, on fait partie du gouvernement américain. C'est comme des fonctionnaires d'État qui font ça. Et en fait, c'est pour préserver la nature et pour le maintenir de la sorte que ça soit encore là dans des centaines d'années. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui le maintiennent par le gouvernement en lui-même, que toutes nos générations, mes enfants et tout ça, qu'ils ont encore quelque chose à voir dans le futur. Si vous vous rendez sur le National Parks Conservancy Association, npca.org, vous y découvrirez un peu plus d'histoire sur la possession de ces lieux, de ces parcs nationaux dont me parle Jean-Luc. En fait, tous les parcs nationaux américains existent sur des terres qui appartenaient initialement à des peuples indigènes. Et dans beaucoup de cas, il y a plusieurs milliers d'années d'histoire de ces peuples natifs américains qui a été documentée sur les lieux de ces parcs nationaux. Ces peuples indigènes ont été retirés de force de là où ils vivaient. On leur a volé leurs terres. Le National Park Service continue à avoir beaucoup de mal à gérer ce passé très sombre. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place depuis les dernières années. Et chaque année, lors du premier week-end d'octobre, anciennement appelé Columbus Day et nouvellement appelé Indigenous Day, la journée des peuples indigènes, beaucoup d'événements sont organisés à travers les États-Unis afin d'honorer leur histoire dans les parcs nationaux, mais pas que. Comme on parle des parcs nationaux, de ton métier de ranger et de ce que tu fais donc en recherche, en secours et en prévention, est-ce que il y a je sais pas, des règles de sécurité en fait et des fois peut-être même de bon sens qui seraient bonnes en fait à partager finalement avec des randonneurs, puisque tu le disais, les parcs nationaux sont très populaires, encore plus populaires je dirais presque depuis le Covid, où on se rend compte qu'on voilà, on peut être à l'extérieur et c'est génial sans être les uns sur les autres. Quelles sont je sais pas, voilà, des règles de sécurité que tu aimerais finalement que les gens connaissent un petit peu mieux? Premièrement, j'aimerais bien que les gens, s'ils viennent sur le chemin, qu'ils sont préparés. C'est-à-dire, il ne faut pas venir en sandales et aussi avoir une veste. Si on regarde aussi les gens qui viennent avec leur sac à dos, je vois que les gens, quand même, s'ils ont des sacs à dos qui ne sont pas préparés. Pour moi, préparer, c'est-à-dire, il faut avoir vraiment un petit sac de secours, premièrement. Puis, il faudrait avoir une lumière, parce que si un jour, tu ne retournes plus chez ta voiture et que ça devient nuit, ça devient vite nuit. Et tu ne vois plus rien. De compter sur ton portable qui a une lumière, tu ne peux pas. Et puis, encore une chose très importante ici, c'est d'avoir, je dirais, un petit couteau avec ou un couteau suisse sur soi et une manière de faire un feu. En fait, il faut savoir que ici, dans le Rocky Mountain National Park, on n'a pas de réseau cellulaire. Moi, je peux aller me promener
ici, autour où je me promène ici avec Anne-Fleur, il y a des gens. Mais si je vais un peu plus dans l'arrière des chemins, ça se peut que tout simplement, je me casse la jambe. J'ai pas de données cellulaires. J'ai mon portable, oui, mais à la fin du compte, je peux le jeter parce qu'il ne m'aidera à rien du tout. Et au moins, je peux faire, si j'ai les choses comme je t'ai dit, je peux regarder qu'est-ce que je peux faire. Au pire des cas, même si je suis dans un parc national, si je peux faire, oui, tu peux faire un feu dans une situation d'urgence, tu peux le faire. Tu peux te faire un feu et tu peux survivre. Avec une jambe cassée, tu ne fais plus 10-15 km de retour pour aller voir ta voiture ou retrouver ta voiture. Et ça, on remarque vraiment ici, il y a des gens qui viennent. Il faut savoir où on est. On est presque à 3000 mètres d'auteur. Et nous, on a pas mal de gens qui viennent du niveau de la mer, quoi. Niveau de la mer, qui normalement auraient besoin d'une semaine déjà seulement pour se climatiser à la hauteur, mais ils viennent ici. Et puis, ils commencent leur chemin et leur randonnée à 3000 mètres en hauteur et ils continuent à faire tout ça. Ça, c'est la première chose où je dirais que c'est de préparer. C'est préparer, d'avoir aussi une carte, peut-être avoir même un GPS si on a la possibilité. Une radio, c'est une bonne idée ou ça sert à rien ? Si on n'a pas d'autres personnes qui sont sur les canaux, sur la bonne station, ça ne nous aidera pas à faire quelque chose. D'accord. Moi, je crois que ça, c'est le... Et les gens, l'autre côté, c'est la sous-estimation aussi des gens. C'est-à-dire, ils estiment qu'ils peuvent faire... nous, on appelle ça ici Fortina. Fortina en 14 000, on va dire. 14 000 pieds. Alors, un 14er, de quoi il s'agit ? Il s'agit en fait de montagnes qui font au moins 14 000 pieds d'altitude. 14 000 pieds, ça correspond à 4 266 mètres de hauteur. Il y a tout un débat dans le Colorado pour savoir s'il y en a 54 ou 58. En gros, il y en a 58, mais seulement 54 sont qualifiés véritablement de 14er. On a une montagne juste derrière nous qui fait plus que 14 000 pieds, mais c'est déjà dans les 14 000 pieds, il y a catégorie 1 jusqu'à 4. De difficulté. Déjà, les difficultés 1 sont déjà pour la plupart des gens trop difficiles. C'est comme si moi je me promenais au Mont Blanc. C'est pas tout le monde qui peut se promener comme ça du jour au lendemain, aller sur le Mont Blanc. Et c'est exactement ça, c'est ce qu'on voit ici. Des gens venant avec les sneakers faire des tours comme ça. Et ici, le 14er qu'on a ici, ça s'appelle Long Peaks. Long Peaks, il est catégorie 3. C'est pas l'escalade, mais si je demande à mon épouse, c'est de l'escalade. Pour moi, c'est pas de l'escalade. Pour moi, c'est toujours de la randonnée, mais c'est de la randonnée où on doit mettre on met les crampons, on prend aussi le helmet, le casque. Ça sont des choses qui sont quand même déjà beaucoup plus compliquées à faire. Ouais. Mais c'est pas de l'escalade non plus. C'est pas de l'escalade. On n'a pas besoin de faire de l'escalade. C'est toujours ici considéré comme randonnée. Mais il y a des gens qui croient qu'ils peuvent faire ça. Et c'est gentil de dire j'ai fait un 14e en vacances. Mais de l'autre côté, ils sous-estiment c'est ce que c'est. Et du coup, là, toi-même, dans ton sac à dos, tu as de quoi camper sur le trail si tu as un problème Moi, j'ai une tente d'urgence. J'ai un sac à coucher. J'ai aussi le sac à coucher d'urgence. Ouais. J'ai tout pour faire du feu. J'ai encore la trousse de secours. Ouais. J'ai encore d'autres vestes, 2. J'ai... Et tout ça, c'est fourni par le parc. Une partie. Et donc, du coup, c'est quoi ? C'est des gros coups de fatigue ? C'est des gens qui peuvent plus redescendre, qui peuvent plus finir ?
Comment est-ce qu'ils arrivent à vous prévenir du coup pour que vous veniez les aider, vous, toi et ton équipe? Là, il y a beaucoup de... Parfois, alors où est-ce que vous avez des réseaux cellulaires? Les réseaux cellulaires, vous les avez sur les montagnes. C'est-à-dire en haut, ça se peut que vous avez du réseau cellulaire. Au niveau du... c'est-à-dire là, vous pouvez quand même appeler alors le 112 et leur expliquer la situation. Et à partir de ce moment-là, nous, on va intervenir et on va venir vous chercher dans ce cas-là. D'accord. 112, c'est comme le 911? Oui, c'est le 112. En Europe, c'est le 112. Ah, en Europe, c'est le 112, oui, d'accord. Mais c'est 911 ici. Oui, d'accord. Mais s'ils appellent le 112 ici, ils n'auront personne. Oui, voilà. Ah, si, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est-à-dire, en fait, c'est le 112. Ils transmettent... Le 112, c'est global. Même si tu te trouves en Russie ou autre, tu peux appeler le 112 parce que le réseau cellulaire reconnaît que tu veux appeler les secours. Les secours, et puis tu vas arriver à ça. Et de l'autre côté, c'est ce que j'ai oublié avant, c'est qu'il faut aussi... ici, le temps, il peut changer très très vite, c'est-à-dire dans moins d'une heure. Et ça se peut que maintenant, comme on a maintenant le ciel bleu, que dans une heure, on a de la neige. Et ça, c'est aussi quelque chose que les gens sous-estiment. C'est-à-dire qu'ils viennent en short, en t-shirt et ils n'ont pas de veste sur eux. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut devenir très, très vite, très, très, très dangereux, on va dire. Et en termes de respect de la nature, respect des animaux, tu disais du coup garder cette distance de sécurité. J'ai lu un truc cette semaine disant The Rule of Thumb, et c'est en gros, il faut que tu puisses cacher l'animal avec ton pouce. Si l'animal passe pas derrière ton pouce quand tu le tiens devant toi, c'est que tu es trop près. C'est une bonne règle, ça? Ça, c'est la théorie dans un monde idéal. Ouais. Nous, on dit 30 à 50 pieds, on va dire 20, 30 mètres, mais les gens, sans les gens, et ils ne vont jamais le faire. C'est vrai? Ouais. Du coup, là, tu travailles tous les week-ends en tant que ranger dans le parc? C'est ça. Mais quand est-ce que tu te reposes? Jamais, non, pour l'instant, je vis mon rêve. Je voulais toujours venir vivre aux US depuis que j'étais jeune. Et là, j'ai pu faire ça. Et en fait, Ranger, c'est comme j'adore la nature et tout ce qui est wilderness et tout ça. Mm-hmm. J'adore de faire ça. Et de faire ça encore en tant que métier, je ne le vois pas comme travail. Ouais. Je fais ça avec la joie et j'adore de faire ça et c'est pas du travail pour moi. Ah, c'est génial. Du coup, tu travailles les 2 jours du week-end ou t'as quand même des temps un petit peu de repos parce que c'est physique vu que tu fais aussi tous les sentiers. C'est-à-dire en été, je fais toujours les week-ends parce que là, je vais dormir dans le parc. Ah, super, ok. En hiver, malheureusement pas parce qu'en hiver, c'est un peu trop... Les hivers que nous on vit et vécu ici sont trop durs pour faire du camping. On pourrait le faire, mais on va dire c'est lié aussi à des investissements qu'on devra faire. Acheter en fait des 34 saisons au lieu de 3 saisons, avoir les sacs à coucher 4 saisons au lieu de 3 saisons, c'est un peu ça. C'est pas impossible, mais il faut aussi savoir que même en hiver, le parc en lui-même n'est pas si fréquenté qu'en été. Ouais. En hiver, il y a des gens, il y a beaucoup de skieurs qui viennent, mais il n'y a pas de... Ceux-là, les grimpeurs qui font de l'escalade, ils ne viennent pas. Les touristes, ils viennent, ils font... Peut-être ici la promenade autour du Bear Lake où on se trouve pour l'instant, mais il faut savoir que la randonnée autour du Bear Lake, elle est pratiquement plate. Ça fait même pas 1 mile, ça fait 0,7 miles, oui, on va dire 1 kilomètre autour. Et puis ils ont froid, ils veulent retourner vite dans leur voiture et retourner ou faire un autre truc dans le parc en lui-même.
Je suis intéressée par ta formation aussi pour être ranger, parce que donc du coup tu avais un amour de la nature, de la faune, de la flore. Tu me disais que tu étais déjà ambulancier. Je veux dire, pour pouvoir aller, je sais pas, secourir des mecs qui sont en train d'escalader une façade pour aller faire de la rando, est-ce que tu as aussi une formation sportive ou sport extrême? Enfin, comment ça se passe là-dessus? Ou est-ce que tu es lâché dans la nature? J'imagine pas. Non, d'un côté on est lâché dans la nature. Bon, moi j'ai fait de l'escalade aussi en Europe. J'ai une bonne formation dans l'escalade. Sinon, t'étais le candidat idéal en fait. D'un côté, oui, c'est aussi, on va dire, comme j'ai travaillé 11 ans à la douane, ça c'était aussi très, très positif pour engager moi, parce que suivant ma formation que j'ai eue. Et sinon, je crois que c'est une... Il faut s'adapter. Ils sont à la recherche aussi des gens qui sont habitués aussi à la hauteur, à l'altitude, qui n'ont pas de problème. Mais comme moi j'habite personnellement, j'habite à une hauteur à 2700 mètres en hauteur où j'habite. Moi, je suis habitué aussi à la hauteur. C'est-à-dire, moi, je n'aurai pas de problème à courir ici si c'est nécessaire. Pas de problème du tout. Tu fais combien de kilomètres par shift? Bon, ça dépend. Moi, je dirais entre 10 à 25 kilomètres. Par jour? Ouais. Sur des shifts qui sont quoi, de 6-7 heures, un truc comme ça? 6-7 heures, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ta première fois dans ce parc-là? Ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as fait? Oui, non. En fait, moi, premièrement, je suis déjà venu en tant que visiteur normal. Ouais. Quand j'ai commencé, j'ai directement eu des urgences, on va dire. Ma première journée, on avait déjà un enfant de 13 ans qui était disparu. La deuxième journée que j'ai travaillé, on avait déjà malheureusement quelqu'un qui est décédé sur un des chemins. Ah ouais. Et là, j'étais le premier ranger qui est venu sur la Seine. Oui, ça c'est... Comme j'ai dit, on peut s'imaginer un peu de tout. Ouais. Il y a toujours quelque chose à nouveau. Il y a pratiquement toujours des interventions avec des animaux. Ouais. Ici, c'est vraiment plus avec les YPD, ainsi que les ours, ainsi que les... Je vais regarder autour de moi. ainsi que les ours et ainsi que les mountain lions, les cougars. Ça me fait peur. Des choses à faire. T'en as rencontré, toi, du coup, personnellement, des animaux? Oui, tu nous parlais du YPD. Nous, on les rencontre assez souvent, assez régulièrement. Ils sont tagués? Enfin, je veux dire, vous savez lesquels sont lesquels, ou est-ce qu'ils sont complètement sauvages? Il y a des ours qui sont tagués, il y a aussi des ours qui ne sont pas tagués naturellement. Ouais, d'accord. Il est grand comment, ce parc? Il est plus grand que le Luxembourg. C'est vrai? Oui. Ah, c'est incroyable, d'accord. Ouais. Luxembourg du nord aussi, ça fait 94 km et du east au ouest, ça fait 54 km. D'accord, ok, donc c'est plus grand que ça, la vache. Ouais. Il y a, là, on s'est rencontrés à la station Ranger, il y a d'autres Rangers. Est-ce qu'il y a une cohésion en fait au sein des équipes? Est-ce que vous vous retrouvez? Tu nous parlais justement que ton deuxième shift en tant que Ranger volontaire, t'as vu un décès sur un sentier. Est-ce que justement vous avez une cohésion d'équipe, vous vous soutenez, ou est-ce que vous découvrez finalement à chaque shift et c'est pas toujours les mêmes personnes? Oui et non. En fait, on a beaucoup de gens qu'on ne connaît même pas, parce qu'on a plus d'employés qu'on pourrait même comprendre. Et ici, il y a des certains groupes qui font certaines choses. C'est-à-dire, on a des gens des rangers qui sont dans le visitor center, dans le grand centre. Puis il y a des rangers qui font l'entrée, les caisses pour entrer, tout ça. C'est-à-dire, ça, c'est des gens par exemple, qu'on ne connaît pas du tout. Ouais. De l'autre côté, alors on a plusieurs stations. Et puis, on a des autres volontaires qui sont plus âgés, qui sont seulement là pour aider les gens à trouver leur chemin, qui ne sont même pas dans mon équipe non plus, que je connais maintenant, parce que moi, je les croise, mais ça, c'est tout. C'est-à-dire, les gens de mon équipe, je les connais. Ouais. Quand on a eu malheureusement le décès, j'ai rencontré toute mon équipe dans une journée que ça m'aurait pris quelques mois normalement. Parce que tous les rangers sont venus sur les véhicules d'urgence, ils sont venus.
Et je les ai rencontrés toute la veille. J'ai dit à tout le monde, c'est beau que je vous ai pu rencontrer, mais j'aurais préféré que c'était d'autres circonstances que de vous rencontrer dans une urgence pareille. Ouais. Mais de l'autre côté, nous, on se connaît entre nous, mais ça, c'est un groupe qui fait à peu près, on est une vingtaine, trentaine de personnes dans ce groupe-là. Ouais. Eux, on se connaît. C'est ce qui est énormément bien. La collaboration en tant qu'équipe, elle est énorme. Elle est énorme. J'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vécu ça dans ma vie en Europe. Il faut aussi savoir et comprendre que comme c'est une administration militaire et qu'on a des degrés sur les épaules, ici, on ne remarque pas ça. Ça, j'ai vécu en Europe. J'ai vécu ça à la douane. J'ai vécu ça aux sapeurs-pompiers. J'ai vécu ça partout. Mais ici, ils ne sont pas si... Ici, c'est un travail en équipe. Ouais, avant tout. C'est pas moi, je suis chef et toi, t'es rien, ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment, il faut le dire. C'est que moi, je peux aussi travailler avec le chef, et le chef... Toi, tu ne vas pas remarquer que c'est mon chef. Ouais. Ouais. Mais apparemment, suivant les autres rangers, c'est aussi que très, très... Rocky Mountain, il est très connu pour ça. Ah d'accord, donc c'est propre aussi au parc. Les autres parcs nationaux, c'est pas la même chose. D'accord, donc t'es bien tombé. Oui. Disons, l'autre avantage que moi j'ai, c'est que je suis aussi, comme je parle le français ainsi que l'allemand, et qu'on rencontre beaucoup de gens d'Allemagne ainsi que de la France, de la Belgique. C'est aussi aidant pour les rangers. Ils adorent de m'envoyer les gens qui parlent une autre langue que l'anglais. En fait. Du coup, tu rencontres vraiment des gens du monde entier. Voilà, c'est ça. Quels sont les différents métiers de ranger? Du coup, tu m'as dit, donc on sait ce que tu fais en tant que paramédic. Tu parlais des gens aux caisses, tu parlais c'est quoi, c'est des naturalistes au Visitor Center? Parce qu'en fait, c'est vrai que j'en avais pas forcément conscience, tu vois, avant de te parler, de on pense en fait ranger, c'est un métier, mais en fait, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses. On a des gens qui construisent les chemins où les gens peuvent se balader. D'accord. Ah ouais. Il y a des rangers qui font les entrées, qui informent les visiteurs, qui règlent le trafic. Ouais. On a aussi des rangers qui travaillent sur les rues. Comme au Luxembourg, c'était les ponts et chaussées, je ne sais pas en France, mais comme ponts et chaussées, on a aussi ça. D'accord. On a des gens qui s'occupent de l'eau, aussi de l'eau pour venir, c'est de l'eau pour boire aussi dans le parc et tout ça. C'est vraiment le parc national, c'est une petite ville en fait. Oui, on va dire c'est une ville pour elle-même, mais c'est pas une ville parce qu'on est dans la nature, mais on doit le maintenir comme une ville, comme avec si ça serait une ville. Oui, voilà. Et alors du coup, tu me disais que un des profonds désirs que vous aviez avec ta femme, c'était aussi de venir dans la nature pour offrir ça à tes enfants. Quel est le résultat alors avec tes enfants? Ils jouent toujours sur les iPads. Ils ont quel âge maintenant? 10 ans et ma fille, elle va tourner dans une semaine 13. D'accord, ok. Mais ils ont quand même un rapport à la nature qui a évolué, tu sens? Oui. En fait, mon fils, parfois... Il vient avec toi, non? Il était là la dernière fois. Parfois, il vient avec moi. Ouais. C'est-à-dire, mes enfants sont aussi habitués à faire 20 km par jour. Dans la nature, c'est-à-dire ça, c'est ça, mais... Mon fils, il adore de faire aussi le ranger. C'est cool, c'est génial. Lui, il veut... Mon fils, il a 10 ans. Il ne faut pas prendre ça mal, mais lui, il aime l'action. Il veut voir l'action quand il y a tous les véhicules qui viennent avec les phares bleus et tout ça. Ça, il adore voir. Comme dans les films. C'est génial. Oui. Et naturellement, ici aux US, c'est comme dans les films. On a eu... Pas si longtemps, on n'avait pas. C'était vraiment une grande urgence qu'on a eue, mais il y avait 10 véhicules d'urgence au moins qui étaient garés sur le parking. Ah ouais. Avec les phares bleus, avec les sirènes et tout ça, ça c'est quand même... C'est impressionnant pour un petit garçon de 10 ans. Voilà, on va dire comme ça. Pour tout le monde. Ouais.
Là, le futur pour toi, c'est quoi? Tu vas continuer cet hiver, tu vas pas camper, ça j'ai compris, mais tu vas continuer à arpenter les sentiers, à venir en aide aux touristes. Oui, naturellement. Non, je vais continuer l'hiver. Et puis, on va survivre l'hiver et en printemps, l'année prochaine, on va voir comment ça va se présenter l'année prochaine. Ouais, ok. En tout cas, tu as bien envie de continuer, quoi. Je dirais que oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une rando, une montagne, un truc dans le parc parce que là on est à Bear Lake Trailhead qui est un des plus populaires, c'est un des plus près de Boulder, Denver, qui est assez accessible en termes de randonnée, qui est pas hyper difficile en général. Est-ce qu'il y a une rando, un coin en fait qui est pas connu et qui mériterait peut-être un peu plus d'amour de la part des visiteurs? Lake Kayaya, il s'appelle, c'est qu'il faudra absolument voir parce qu'en fait on a eu un écoulement des de roches qui avec les roches et la couleur de l'eau a changé tellement. C'est plus clair, c'est plus, on va dire, une couleur turquoise. Ouais. Un peu laiteux, non? Voilà, laitue, turquoise pour tout le lac, c'est ce qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. De notre côté, on ne sait pas combien de temps ça va rester comme ça. On n'a aucune idée. Même les archéologues et les minéralogues, tout ça, qu'on a aussi des rangers qui font ça, ils ne savent rien du tout. C'est-à-dire, ça, c'est la seule chose que si je pourrais donner un avis, je vais voir le Lake Kayaya qui se trouve aussi accessible à partir du Bear Lake où nous on se trouve pour l'instant. Merci beaucoup Jean-Luc. De rien, merci. C'était pas si intéressant qu'ici, tu vois. Ouais. Ici, comme tu as tous les jours, comme je disais aussi, tu as tous les jours quelque chose de nouveau. Ouais. Et à la douane, c'était tous les jours quand même la même chose, entre guillemets. C'était un poste de douane, tu étais sur le terrain ou... Oui, sur le terrain. D'accord. Et là, là, tu avais aussi naturellement les crimes et tout ça. Ouais. Moi, je faisais des enquêtes et recherches criminelles, mais oui, ça c'était intéressant, mais c'est pas si intéressant qu'ici, parce que tu fais quand même à la base toujours les enquêtes et recherches criminelles. Ouais. Ici, un jour, t'as un ours qui fait je ne sais pas quoi, et l'autre jour, t'as un enfant de 2 ans, comme celui-là qui est parti. Ouais. Tu vois, c'est... Voilà. Merci beaucoup. Mais les reins, on va se tenir au courant. Voilà. Bon, merci en tout cas. Allez, bonne journée. Merci. À bientôt. Merci, salut. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier très sincèrement Jean-Luc Brozus pour ce très chouette moment passé ensemble et cette petite rando au départ de Bear Lake Trailhead à Rocky Mountain National Park. J'espère que cette découverte du métier de ranger vous aura plu autant qu'à moi et que vous aurez envie d'appliquer les différents conseils que nous donne Jean-Luc. Je vous remercie bien entendu, vous aussi, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et pour vous remercier, je vous propose de découvrir un petit indice quant à l'épisode de la semaine prochaine. Tu reviens voir le médecin, tu lui donnes tout ça, il te fait un petit tampon et puis il te dit j'envoie tout ça à l'ambassade et donc tu rentres chez toi sans rien, ni passeport, ni radio, à poil, à poil de 400 €, 500 € par-ci, etc. Puis t'attends et là alors là par contre chapeau l'administration américaine parce qu'en 4 jours j'ai reçu un message, votre passeport est arrivé. Ça, je peux te dire que t'es parti depuis longtemps de France, mais la France, c'est quand même notre caillou dans la chaussure, c'est notre administration. Pour te donner un parallèle, j'ai fait renouveler ma carte d'identité en janvier en France et je viens de la recevoir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, une bonne fin de semaine et j'ai hâte de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle histoire.